Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante en ce lundi 12 février 2024. On va parler de quoi ce soir dans cette spéciale justement week-end? Et oui, on va revenir dans Time Sport sur la Côte d'Ivoire, grande gagnante de cette Coupe d'Afrique des Nations chez elle. Et oui, c'était le pays hôte avec Faé, son sélectionneur Haller, ou encore pas mal de joueurs et de supporters. On va revenir sur cette festivité qui a lieu en ce moment même du côté d'Abidjan, sans oublier aussi cette planète football africain. Marseille, un problème, c'est la question que l'on se pose ce soir sur l'antenne de Beurre FM. On reviendra avec ses supporters marseillais et pas que aussi. Le Paris Saint-Germain, la semaine décisive. Eh oui, 8e de finale. Allez, justement, c'est pas encore le retour avec ces Parisiens. Eh oui, semaine assez costaud pour les hommes de Luis Enrique. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. On rappelle d'ailleurs le débat du jour. Il faut tout changer à Marseille selon vous? C'est la question que l'on s'est posée avec toutes les personnes qui m'accompagnent ce soir autour de la table. D'ailleurs, on va commencer cette émission en les présentant. Time Sport. Il est pour parler. Allez, ce soir autour de la table, on va retrouver qui? On va retrouver Augustin, sans oublier Juan Trocé. Bonsoir Juan Trocé. Hola, buenas tardes a todos. Bonjour à tous. Voilà, une nouvelle journée de foot qui nous attend. C'est ça. Une semaine aussi, hein? Une grosse semaine de foot. Pleine d'émotions, on l'espère en tout cas. On est en compagnie aussi de Boula. Bonsoir Boula, comment ça va? Alhamdoulilah. Ça va, Alhamdoulilah, c'est bien, tout Boula. Bien. Et oui, voilà. Il a un plaisir Il a installé la victoire de la Côte d'Ivoire. La victoire de la Côte d'Ivoire, on va revenir avec toi. Nigeria qui oui, pour Osimhen aussi, le ballon d'or africain. Ouais. Je les voyais gagner, mais bon. Ça a été très fort de la part de la Côte d'Ivoire. Moha est avec nous. Bonsoir Moha, comment ça va? Ça va très bien Bilal, bonsoir à toi, bonsoir à toute la table, tous nos auditeurs et auditrices. Bonsoir Solal. Je suis très content d'être ici. Début de la semaine, c'est super de commencer avec Time Sport. Très content pour les éléphants qui se sont battus jusqu'à la fin. De toute façon, ils étaient immortels. Ils pouvaient se prendre 3-0 à la mi-temps. Ils étaient imbattables, increvables. Oui. Et c'était une exceptionnelle finale qui a mis le football africain sur le toit du monde. Voilà, c'est sûr. Augustin, un mot. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Augustin. Tout a été dit là. J'ai l'impression que je peux même pas faire. La Côte d'Ivoire, c'est le premier dossier de l'émission. Super vainqueur. Ouais. Vraiment. C'est ça. Super vainqueur. Un nouveau sélectionneur. Justement. Super banqueur, oui, forcément inattendu aussi, puisque c'est vrai que depuis le début de la compétition, après ces premiers matchs, on a eu des moments des grosses doutes par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc c'est un super banqueur parce qu'il y a eu toute cette histoire juste pour arriver en finale. Après, une fois en finale, moi j'avais juste un petit doute avant le sifflet du début du match, c'était de savoir s'il n'allait pas craquer lors du dernier match à la dernière minute, parce que voilà, la pression, vous êtes en finale, vous êtes chez vous, et c'était quand même une grosse pression, mais on a vu dès l'entame du match qu'ils étaient capables de prendre le jeu à leur compte. Et même s'il y a eu ce but à la 36e minute qui leur a fait, je dirais pas mal, mais qui les a titillés. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire a surpris tout le monde. Sur le papier, au début de la CAN, avant qu'elle commence, c'était l'une des équipes favorites. Après, on a été déçus, mais c'est vrai que cette victoire, elle est belle. Parce qu'ils ont beaucoup souffert, ils nous ont beaucoup fait souffrir, nous, justement pour arriver à cette finale, il y a cette très belle victoire. Donc, superbe vainqueur. Maintenant, il va falloir confirmer, rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte après l'Algérie, championne de la CAN en Égypte. Elle n'a pas vraiment confirmé derrière. Ouais. Est-ce que, tu parlais moi, ils sont dans le football africain dans le toit du monde, il va falloir le prouver maintenant. Il va falloir le prouver. Et donc, aller le montrer aussi lors de la prochaine Coupe du Monde. Et montrer ce qu'ils sont capables de faire, ce qui est capable de faire le continent africain. Ils ont l'avantage d'avoir une bonne génération, les Ivoiriens, par exemple. Ah oui, toi tu le penses? Ouais, bonne génération. Je pense ça se régénère vite. Ils commencent à avoir des structures de centres d'information très très importantes en Côte d'Ivoire. Notamment, il y a des clubs d'ailleurs même en Europe qui sont en parrainage avec des centres de formation. Donc je pense que ça peut être intéressant de les voir effectivement s'ils confirment
comme l'Égypte n'a pas pu le faire ou comme l'Algérie n'a pas pu le faire, mais ils ont l'avantage d'avoir une bonne génération. Ça reste plus compliqué que d'autres pays quand même. C'est un travail qui a été mis en place depuis des années à la Côte d'Ivoire, c'est avec Guillou. Oui. Guillou, Arsène Wenger. À l'époque, c'était comme il disait notre ami Augustin, qui voit vraiment le football progresser. Surtout avec quelqu'un comme Guillou qui a monté ce système de formation, à pas oublier, parce que je pense que c'est le travail qui a été mis en place depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont sur la 3e Coupe d'Afrique. Après, faut pas oublier, il y a des gens comme Cyril Domoro qui ont récupéré l'équipe nationale avec Abdoulaye Maïté. Bon, après c'était t'avais le côté Drogba, et le côté Cyril Domoro. Eux, dans les élections, ils ont réussi à récupérer. Mais faut pas oublier le travail qui a été mis en place au niveau de la formation avec Guillaume. Et je pense que c'est plus cette victoire de la formation en Côte d'Ivoire qu'ils ont jamais délaissé cette formation. Et au-delà de la formation, il faut rendre aussi hommage au travail de Jean-Louis Gasset, même s'il a démissionné. Exactement. Enfin, il a démissionné, on ne sait pas, on connaîtra peut-être l'histoire un jour, mais je pense qu'il a fait du bon travail. Emers Faé n'a pas remis en cause son schéma totalement. Il a... c'est le suivi. C'est le suivi. Donc, même si ça a été poussif, je pense que le résultat avec Gasset aurait été peut-être le même. Je pense que Jean-Louis Gasset, c'est un peu plus discutable quand même de la part de Jean-Louis Gasset. Pour moi, le fait de ne pas titulariser Haller dès le début de la compétition, ça n'avait aucun sens. Un joueur qui a marqué en tout cas, Haller. Qui a marqué et qui est là et qui a prouvé. On parle quand même d'un mec qui a survécu à un cancer, les gars. Et au-delà de ça, c'est la présence de Jean-Michel Séré au milieu de terrain qui a complètement cadenassé n'importe quel milieu qu'il avait en face de lui. Et c'est vrai qu'il y avait déjà Kessié et Fofana. Là où je vous rejoins pas trop un peu sur la continuité, où j'ai un peu peur, comme tu le disais, Juan José, sur la continuité, c'est que la structure de cette équipe, elle est vachement âgée. C'est vrai qu'il y a certains points de fixation sur le long terme qui peuvent apporter quelque chose. Je pense à Haller, je pense à Adingra qui a fait une CAN légendaire. Mais quand je pense à Kessié, à Seri que je viens de citer, à Fofana, Seko Fofana qui s'est exporté en Arabie Saoudite, les attendre à la Coupe du Monde, ça risque d'être un peu compliqué. Là, il faut voir. C'est vrai que grâce à la qualification du Maroc en demi-finale, on a 11 places d'équipe africaine maintenant en Coupe du Monde. Peut-être que ça va faciliter la tâche pour se qualifier, mais en plus de ça, se pointer face à des grosses écuries européennes qui ont une facilité de régénération beaucoup plus simple et beaucoup plus adaptée à leurs effectifs que la Côte d'Ivoire, ça risque d'être compliqué. Mais là, pour moi, cette victoire de la Côte d'Ivoire, elle a prouvé quelque chose. Alors, c'est ce côté paradoxal du football qu'on aime tous. Ça n'a aucun sens. Tout le monde disait, que ce soit sur le plateau de Time Foot, que Nigeria avait une équipe extrêmement structurée avec des bases solides sur tous les postes. Je rejoins totalement ce point-là. Mais le foot, c'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement avoir le joueur parfait à ce poste-là. Je pense à Lookman, qui est sûrement le meilleur ailier de la CAN. Je pense à Osimhen, qui est le meilleur neuf africain, voire le meilleur joueur africain. Il y avait Trostekong en défense. C'est solide de partout, le Nigeria. Mais la CAN et n'importe quelle compétition, quand tu es face à ce tel défi, à une telle pression, ça va au-delà de ton poste, au-delà de la tactique. C'est juste une question de mental. Et le coup du marteau, c'est les éléphants qui l'ont mis hier pour clouer le bec des Nigériens. Alors là, justement, là quand tu parles de Haller, qu'il le met pas. Après, Jean-Louis, il a déjà le mérite de le forcer à venir. C'est lui qui va le chercher. C'est lui qui va le chercher, qui lui dit viens vivre l'histoire un petit peu de ta famille. Et Jean-Louis, quand il le fait venir, il sait pourquoi il le fait venir. Il sait qu'il a une qualité. Après, de pas le faire jouer dans les premiers matchs. Après, il y a cette pression. Pourquoi les défaites ils sont arrivées? C'est parce qu'il y a une pression. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de l'Afrique. Par contre, quand tu les regardes, des joueurs comme Siri ou des joueurs comme Seko Fofana avec la saison qu'il fait l'année dernière, c'est le fruit de leur niveau de jeu. Ça reste quand même un niveau exceptionnel. Et puis la force de Jean-Louis, c'est parce que il a toujours été numéro 2, Jean-Louis. Dans où il a été, il a toujours été numéro 2. Et il a fait le travail d'un vrai numéro 2. Maintenant que cette pression, il l'a vécue. Et après, il a l'intelligence de s'écarter. Il se dit, il y a 2 défaites.
il y a tout un pays. C'est rare que tu vois un entraîneur s'écarter, se dire tiens, je m'écarte, vaut mieux, c'est peut-être ça sera un mal pour un bien. Eh ben, il y a eu un travail de fait, il y a eu une intelligence de la part de Jean-Louis Gasset, et c'est ce qui a fait la force des Mercedes. Alors, les gagnants pour moi de cette CAN au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est je trouve que la CAN a monté vraiment en puissance. Ouais. Je pense qu'il y a des joueurs il y a quelques années qui disaient la CAN, je sais pas si j'y vais. Ouais. Je pense qu'ils vont ça recrédibiliser. C'est une épreuve à part entière et non pas entièrement à part, comme disaient certains joueurs. Ouais. Donc je pense que la CAN a augmenté et le jeu d'ailleurs aussi vraiment. Augustin. Et je pense que c'est très très positif. Et Mers, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'Emers, il travaillait avec les jeunes. Il n'avait pas cette expérience d'entraîneur avec les seniors. Il n'avait pas cette expérience parce que après Nice, il part à Clermont. Il part à Clermont encore avec la N3. Ce qui veut dire par là, c'est que quand on lui propose ce projet-là, il vient en courant, il se dit tiens voilà, j'arrête, tac. Je l'avais eu au téléphone quand il était à Clermont, je l'avais eu au téléphone quand il était à truc, et le fait qu'il vient entouré d'un gars comme Printemps, d'un mec comme Jean-Louis, tu sens que le mec il prend une maturité en l'espace de 1 an, il prend cette maturité. Après faut pas oublier que ce savoir de formateur, parce que Jean-Louis c'est un formateur, Printemps c'est un formateur, il a réussi à canaliser ce groupe pendant leur période où ils sont arrivés avec Cyril Domoro. Ça c'est un choix de Cyril Domoro, c'est un choix de, même il y avait Abdoulaye Maïté. Ça reste une machine ivoirienne autour de ces franco-ivoiriens, et c'est ça qui fait la force d'une équipe nationale. Aujourd'hui, quand tu regardes Aliou Cissé il gagne une Coupe d'Afrique, Emers il gagne une Coupe d'Afrique, c'est le travail du c'est le travail de toute une jeunesse qu'on grandit en France. La formation la française. Exactement. Non mais après faut pas, à un moment donné, après on est dans un gros problème politique. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la richesse de la France, et ça, c'est le système politique français qui devrait. Mais là, on parle de la CAN, on parle pas de la France quand même. Derrière, il y a une victoire, il y a un travail, il y a tout un système où qu'à un moment donné, faut. Le système aussi des Ivoiriens, même s'il y a aussi une formation à la française, on peut avec ces binationaux. Et quand même, là, on parle de CAN. On parle pas de l'euro et on parle pas aussi de championnat de France. Non, c'est pas pareil. On parle de la CAN. Mais pour toi, c'est pas pareil. Parce que tu comprends pas le système politique. Ça va, je comprends pas le système politique. Mais c'est pas de ta faute, t'es encore jeune. Je suis encore jeune, je suis encore très très jeune. Ah oui. Il y a pas de problème. J'aime beaucoup Boula pour ses petites déductions comme ça sur l'antenne de Beurre FM. C'est toujours les 4 colonnes, on les connaît assez, c'est bien. T'inquiète pas, je sais même où ça capte très très bien. T'as remarqué après la victoire, Macron il a envoyé un petit fax. On va retrouver. On connaît pas les sujets. Non, mais Macron il a quand même envoyé un petit fax après la finale. On laisse tranquille Monsieur Macron, le président de la République. Nous on est sur Time Sport sur Beurre FM et on aimerait parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va lui dire bonsoir avec notre réalisateur. On peut même parler d'arbitrage qui a été extraordinaire. Solal, comment ça va, Solal? Ça va bien. Écoute, je suis pas aussi enjoué avec Boula sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est dit sur le flanc gauche là avec Augustin et moi qui m'intéresse et qui a fait écho justement. Moi, tu as dit qu'il y avait potentiellement 11 équipes africaines qui étaient qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Moi, ça m'a fait penser immédiatement à mes cours de latin. Je vais m'expliquer pourquoi. Petite digression. Le latin, cum, ça veut dire avec et contre à la fois. Compassion, cum, avec et contre. Et par rapport à cette opposition-là, quand je regarde l'Euro, j'ai l'impression que les équipes jouent contre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce d'ambiance générale où les Européens se disent on a tout à gagner ensemble. Quand j'ai vu cette CAN, les équipes jouaient ensemble. D'accord ? Et moi, c'est ce qui m'a plu. Et ça rejoint ce que vous dites, les amis. C'est qu'au bout d'un moment, je vais pas dire que c'est un pari qui se sont faits, c'était dans la complicité ou aller jusqu'au complot. Mais même au niveau des supporters, il y avait cette âme sportive-là. L'équipe était plus forte. Très bien. Nous, notre but maintenant, c'est d'être représentés à l'international. Et toutes ces équipes ont gagné et ça rejoint tout à fait le point de moi. C'est vrai parce que, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment triste, cette image que certains, cette occidentalisation ou peut-être orientalisme qui mène à avoir une image très négative du foot africain ou de l'Afrique en général. Là vraiment, cette CAN elle a prouvé quelque chose qu'on connaît depuis des années, c'est pas nouveau, l'ambiance en Afrique, la qualité des joueurs ou même de l'arbitrage. Mettre tout ça en avant, ça, franchement, moi, ça m'excite vraiment pour la prochaine Coupe du Monde. Je suis limite plus pressé pour la CAN au Maroc que l'Euro cet été, pour vous dire.
est très pressé de voir le foot africain. Il n'y aura pas beaucoup de CAN, de pays de la CAN, un euro. Mais il n'y aura pas aussi bonne équipe à l'Euro qu'il y en a eu à la CAN. Ça a été une richesse quand même. La Côte d'Ivoire, moi j'ai parlé avec des journalistes algériens, ils étaient étonnés de l'accueil, de comment ça a été organisé. Il n'y a pas eu de soucis. Après, c'est un pays qui aime le foot. C'est un pays qui vibre le foot, qui regarde, je pense que tous les supporters de la Côte d'Ivoire, en plus les diasporas partout dans le monde entier, ils en ont pas mal aussi. Donc on savait qu'ils n'allaient pas négliger l'aspect accueil et l'aspect spectacle visiblement aussi. Non mais ça fait plaisir quand même parce qu'on vit aujourd'hui dans une situation qui n'était pas évidente. Mais au niveau du sport, quand tu vois même hier le public, je sais pas, tu sens que c'est vraiment. Et le stade, c'est un stade de je sais pas combien. Je crois que le nombre de places m'échappe. Je crois que c'est quoi, c'est 100 000 ou quelque chose comme ça. Un peu moins, enfin 80. Enfin, donc il y a une vraie effervescence. Moi je voudrais aller avec cet enthousiasme, je le partage avec vous. Sauf que il y a quand même une différence encore aujourd'hui entre le foot africain et le football européen. Quand je parle du foot, je parle des structures. En Europe, vous n'avez pas des pays qui sont obligés de renoncer à organiser la CAN, comme le Maroc à un moment donné, parce qu'il y a une épidémie. C'est-à-dire les structures en Afrique, elles sont encore déficientes par rapport à ce qu'il y a en Europe. D'accord, l'Europe, elle a 30 ou 40 ans d'avance en matière des structures. Donc, je veux bien qu'on s'enflamme. Et c'est vrai qu'on est tous contents de voir le foot africain après les ambiances. Forcément, les ambiances africaines n'ont rien à voir avec les ambiances européennes. Et encore, on est heureux. Si vous allez voir des matchs en Asie et vous voyez les Japonais, même s'ils sont assez froids, ils sont aussi très chauds quand ils sont dans un stade. Mais voyons voir comment ça se passe lors effectivement de la prochaine CAN. Voyons voir, parce qu'il y a quand même un horizon. C'est 2030 avec ce mondial entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, parce que le football mondial va revenir au Maroc en 2030. La dernière fois, c'était en 2010 en Afrique du Sud. Donc, allons voir. Mais le foot africain a encore, au niveau des structures, beaucoup de choses à emmagasiner et à apprendre peut-être. Quand tu dis beaucoup de choses, c'est pourquoi européen. Quand tu dis beaucoup de choses, le problème c'est que l'argent qui est investi en Afrique au niveau et en plus de ça ils ont les moyens. Après la gestion de l'argent en Afrique, elle est pas dans l'intérêt de leur pays. Si eux ils pouvaient gérer ce côté-là au niveau de la richesse de l'Afrique, le problème ne se situerait pas. Aujourd'hui, c'est toujours, tu vois, on vient, quand on parle du sport, quand tu dis, mais l'Afrique, elle est quand même cadenassée, tu sens qu'elle est cadenassée. Aujourd'hui, elle n'est pas maître de sa richesse et de son budget. Alors quand tu pars, aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut que tu saches, le Maroc, c'est différent. Ils ont déjà le Maroc, c'est différent. Quand tu regardes aujourd'hui, ils ont les stades. Le Maroc a les stades. Ils ont des infrastructures super, le Maroc. Voilà, et alors c'est pour ça. Parce que le Maroc, c'est 2025. Le Maroc, il est, je veux dire, c'est le pays du Maghreb qui est le proche de l'Europe. Alors, écoute, je suis d'accord avec toi, mais ces discours, je l'ai écouté avec toi sur l'Algérie, sur le Maroc, sur la Côte d'Ivoire. Mais moi, je crois c'était quoi? C'était les joueurs du Congo qui ont dû dormir dans un aéroport par terre parce que ils étaient bloqués. On reviendra sur la Côte d'Ivoire en Europe. Donc sur la Coupe d'Afrique plutôt. Beaucoup de choses à apprendre au niveau des structures et sur la CAP. Merci Juan José. On va marquer quelques pauses avant de revenir avec l'Olympique de Marseille. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Il est 20h19, toujours là à la réalisation. C'est Solal qu'on peut retrouver, qui arbore un magnifique suite de l'International des Milan. Et justement, on a pu entrevoir hier soir lors de ce Milan-Napoli. C'était pas mal. Et aussi ce sacre des Ivoiriens, et oui, sur ces terres face au Nigeria. Voilà, nouveau champion d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, d'un certain Emerson Faé. On parlait de cette Coupe d'Afrique, terminer la Coupe d'Afrique, on va s'attarder cette fois-ci sur l'Olympique de Marseille. Time Sport, la parole des sociaux. On est ensemble avec Augustin, avec aussi Moha, sans oublier Juan José et Boula. Et oui, Juan José, ces Olympiens, rien ne va plus. On a essayé d'apporter du sang neuf avec cet entraîneur italien, Gennaro Gattuso, mais non, ça l'a pas fait. On a l'impression, on ne comprend plus aussi l'Ibérique, l'Espagnol. Et oui, Pablo Longoria. Sur des choix, sur des changements, des fois inopinés ou même trop rapides, on comprend plus rien.
Allez. C'est vrai que ce matin, il y a eu cette réunion à la commanderie entre les joueurs et le staff et les dirigeants de Marseille, parce que après cette défaite face à Lyon, il est normal qu'on commence à se poser des questions qu'on se pose depuis un certain temps quand même. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est déçu par rapport au potentiel de cette équipe de Marseille qu'on croyait en début de saison, puisque au début de saison, ils étaient quand même parmi les 3 premiers, voire les 4 premiers. On avait la sensation qu'ils étaient capables de tenir leur voire rang, les 2 premiers même. Voilà, ce qui n'a pas été le cas. Après, à regarder des plus près, vous vous dites que où est le problème? Parce que est-ce que le problème à tous les étages? À un moment donné, on se pose la question, c'est les entraîneurs. Tudor est très compliqué, très dur. Marcelino, il est trop faible. Il comprend rien. Maintenant, c'est des gars toujours. À un moment donné, il faut poser la question. Effectivement, les joueurs, peut-être, et c'est le coup de gueule qui a été porté par Gattuso ce matin. Boula le disait depuis le début de la saison. C'est plus facile de remettre en cause l'entraîneur que les joueurs. C'est compliqué à gérer. Alors Longoria, et je termine avec ça. Longoria, bien sûr, il est le premier responsable de tout, puisque c'est le président. Donc c'est à lui d'assumer ses choix. Et si ses choix n'apportent pas de résultats, c'est qu'il va falloir se poser d'autres questions. Cela dit, attention, aujourd'hui, les joueurs sont quand même mis en doute parce que leur engagement, et c'est le Gattuso qui insiste sur le fait, leur engagement Marseille joue jeudi. n'est pas fait, n'est pas correct. Ouais. Pour le barrage de l'Europa League. Vas-y Augustin. Non, Marseille est en convalescence, on le voit match après match. Grave, hein, parce qu'il y a un match fin là. Encore une fois, on en parlait la semaine dernière, il y a 170 mouvements en 4 ans et demi avec Marseille. Donc il n'y a pas de ossature d'équipe, il n'y a pas de structure. Il y a des blessés, il y a le métronome Rongier qui est pas là. En effet, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir dans les 3 premiers. Ils sont à 8 points des premières places. Vu la qualité du jeu, de ce qu'ils offrent, et même à domicile, et aussi à l'extérieur, je pense qu'ils resteront dans le ventre mou. Enfin, visiblement, on s'achemine vers ça. C'était quelque chose de prévisible. Boula le disait en début sur de le saison. papier, non. Sur le papier, non. Il y a eu des bons changements quand même. Mais avec Longoria à la tête de ce club, c'est quelque chose de prévisible. Ah, carrément. Il était second et en fait, je sais pas qui l'a foutu en fait à la tête d'une équipe comme Marseille, ce gars. Mais à un moment, quand tu prends, on a cité Tudor à un moment. Tudor, c'est un mec qui est envié partout en Europe. Pourquoi ça n'a pas marché à Marseille? Il a tout. Il a le club, il a l'histoire, il a les supporters, il a les joueurs qui veulent. C'est les saureuses aussi. Mais non, mais faut arrêter de croire ça. Il y a le Bayern de Munich aussi, c'est plus qu'une essoreuse, c'est une magie, c'est une boucherie là-bas. Il y a plein de. Mais non, mais c'est un grand club aussi. On parle juste du niveau, c'est un étage. Non, mais le problème, Marseille est un grand club. C'est un grand club Marseille. Mais moi après, en tant que Parisien, ça me dérange pas qu'ils soient dans un état catastrophique. C'est juste que ça tue la Ligue 1. Tu devrais le dire que au contraire, tu devrais voir Marseille second ou troisième. Mais c'est ce que je dis. Il faudrait qu'il y ait une rivalité quand même. Quand je vois un classico, ça doit être. J'aime bien voir des Marseillais qui est la niaque face au Paris Saint-Germain. Mais quand le latéral de Marseille préfère jouer à la play et simuler une blessure que de s'entraîner pour jouer la Ligue 1, j'ai plus aucun respect pour toute la structure du club de base. Carrément. Non, moi je respecte l'histoire du club de Marseille. J'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, toute la structure qu'il y a autour, elle est catastrophique, Bilal. Catastrophique. Je peux pas respecter ça. Moi, je suis supporter de Marseille, je deviens fou. Je reste à la commanderie. J'attends tous les jours devant que tout le monde sorte et que j'envoie des tomates ou pire. Ah non, mais faut arrêter, faut respecter l'histoire. Bilal, ils ont déjà envahi la commanderie. Sincèrement, ils ont déjà envahi la. Mais après, ils ont déjà envahi, c'est vrai. Non, mais faut pas vous demander pourquoi ils ont envahi la truc. Après, mettez-vous à la place d'un des meilleurs publics français. D'un des meilleurs publics avec des clubs comme Lens, tout ça. Ça reste quand même un des publics très forts, Marseille. Tu peux pas, à un moment donné, supporter cette mascarade de gestion au niveau. Un directeur sportif, Longoria, ça allait. Mais président, directeur sportif, il veut tout commander. Il veut même commander l'entraîneur. Il veut commander même la gestion du collectif. Longoria, c'est football manager. C'est sympa, football manager. Oui, mais c'est un jeu, quoi. Non, mais après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Longoria, quand il est arrivé, il était directeur sportif. Il s'occupait pas de l'administratif, il s'occupait pas de la gestion. Là, il prépare la suite. Non, mais il s'est qualifié pour la Ligue des Champions. La vente du club. Non, mais il s'est quand même qualifié pour la Ligue des Champions. Là, il y a le barrage. Non, mais je veux pas dire, moi, dit que c'était catastrophique le bilan de Longoria, mais deuxième et troisième, ça va quand même. C'est pas mal quand même. Ça va. Comme Brest. Une réaction de Solal. Il aimerait réagir sur l'Olympique de Marseille avant de retrouver Juan Trocé. Et vous, les auditeurs?
Ouais, vous entendez des mots forts, catastrophiques, etc. Moi, je trouve qu'ils jouent plus au football. Carrément. Alors, je vais vous donner un exemple personnel et je l'expliquerai après. Il y a une différence pour moi entre jouer au football, vouloir jouer au football et vouloir devenir un footballeur. C'est complètement différent. Je vous explique. Les Parisiens, on a la chance de partager nos vacances avec les Marseillais. Depuis belle lurette. J'en ai connu des foot avec des Marseillais. Des vrais qui n'avaient pas peur de prendre leur paire de chaussettes, de les rouler en boule et de faire un foot avec. Pour moi, c'est ça l'esprit marseillais à la base. C'est un esprit qui est pur, innocent. Et au fur et à mesure des années, par opposition à la CAN, où justement c'est encore pur, je trouve que Marseille, c'est un peu gentrifié, entre guillemets, d'une certaine manière. Et là où avant les joueurs, le staff, voulaient juste faire du foot, aujourd'hui, ils rêvent tous d'être un club ou d'être des footballeurs. Dès qu'il y a cette notion qui rentre en jeu, malheureusement, il y a du marketing. Et maintenant, on est plus... Il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, moi, quand je regarde les matchs de l'OM, je suis pas un grand fan de cette équipe, mais je me dois quand même de regarder cette équipe qui a une histoire, qui a fait parler d'elle de par sa motivation pour aller jouer des matchs à l'extérieur. Parce qu'on parle beaucoup, oui, de l'OM à domicile. Forcément, on pourrait en écrire un roman. Mais même l'OM à l'extérieur, c'est quelque chose. Et au final, moi, comme je vous dis, j'ai l'impression que cette équipe ne joue plus au foot. C'est exactement ça. Ah, c'est grave quand même. C'est exactement ça. Sur la loi, c'est exactement ça. Elle joue, mais elle est médiocre, quoi. Ouais, mais c'est médiocre. C'est ça. Mais quand tu vois non, mais c'est marrant quand tu vois les joueurs qu'il y a. Apprendre avec des pincettes, parce qu'il y a certains joueurs quand même qui portent ce logo de manière très peu Solal récemment, très peu. Non, mais il y a des joueurs. Après, t'as Mehdi Benatia qui vient d'arriver. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de faire un travail de directeur sportif aussi. Et c'est bien. En plus, ils ont pas d'argent. Et puis en plus, ils vendent des joueurs moins chers qu'est-ce qu'ils achètent 6 mois avant. Qu'est-ce que tu veux faire? Et la balance. Rentrée, enfin entre les transferts entre arrivée et sortie de pognon, il y a moins 85 millions en quelques années. C'est symbolisé par le cas Radonjic par exemple. En fait, c'est un club. Vu que tu changes d'entraîneur toutes les 2 semaines et que t'as pas le temps que de préférer un plan avec l'entraîneur, lui dire tu veux tel ou tel joueur. Non, on l'a déjà acheté avant. Tu l'aimes pas, on le revend moins cher et on perd de l'argent. Il y a des problèmes sur les choix. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un problème déjà avec le propriétaire du club, c'est un Américain. Leur intérêt et leur choix par rapport à Marseille laisse à désirer. Longoria est aussi coupable, puisque de toute façon c'est lui qui met en place un peu la politique qui est destinée à rentabiliser entre guillemets autant qu'on peut le club. Mais après, n'oublions pas quand même les mots de ce matin des Gattuso quand il a insisté, ce n'est pas du tout un problème technique, ce n'est pas un problème tactique, c'est un problème d'exigence par rapport aux joueurs. Donc on veut bien parler du propriétaire, du staff, mais parlons aussi des joueurs qui sont loin d'être des professionnels irréprochables. Et non, ça, c'est les joueurs ne veulent plus jouer. Il a dit cela. Peu importe qu'on parle. Tu peux pas dire que c'est les joueurs. Ils ont pris des joueurs qui n'ont pas le niveau. Après, c'est pas de la faute des joueurs. Ils pensaient avoir le niveau. Ils pensaient avoir le niveau. Non, c'est pas qu'ils pensaient. C'est que quand tu prends des joueurs pour l'Olympique de Marseille, mais tu connais un peu l'aura de Marseille. Non, mais pardon. C'est bon. Mais quand Aubameyang, tout ça sur le papier, c'est quand même pas mal quand même. Pas Aubameyang. Non mais d'accord, je t'explique déjà. C'est sur 3 ans, il en fait une carrière. Je te dis, Aubameyang, je pense qu'il avait un marché saoudien. Je pense qu'il aurait dû aller plus en Arabie Saoudite. Et si demain tu veux faire un coup dans le milieu du football, tu regardes dans les plus grands clubs du monde, ils ont 4-5 profils dans le monde. Je veux dire, ils ont 4-5 profils à chaque poste pour savoir qui ils vont prendre. Le premier, ils l'ont, le deuxième ils l'ont, le troisième le Bayern, que ça soit le Bayern, le Milan, tout ça, ils ont tous au moins 4-5 postes qui vont prendre au niveau du talent. Aujourd'hui, là tu peux pas comparer avec Marseille. Là j'aimerais juste te parler d'un truc. Allez, il va parler de quoi? Il y a des équipes comme ça qui sont des cadeaux. Je pense que toutes les équipes sont un cadeau. Voilà, quelque chose qui tombe du ciel, tu t'accroches à ça, à cette idée. Et il y a des équipes qui sont des cadeaux mais qui s'offrent pas de manière matérielle, qui sont des musiques, des portraits, des tableaux. Marseille appartenait à ce genre d'équipe. Et depuis un certain moment, je trouve que ce cadeau, Marseille s'emballe de plus en plus avec énormément de couches, de couleurs, de rubans, etc. Je pourrais en citer d'autres. Malheureusement, je suis parisien, mais ça me fait mal au cœur. Il y en a plein comme ça, des clubs que je pourrais citer qui aujourd'hui se concentrent sur un package, mais t'ouvres le truc et au final, t'as des toiles d'araignée. Le truc est vide. Ils ont fermé le placard depuis pas mal de temps. On vit sur quand tu regardes aujourd'hui, moi hier, je vais voir les 19 du PSG. Quand tu regardes dans le talent des joueurs du PSG en 19, tu te dis, tu regardes.
ils ont été pris dans la région parisienne avec 150 000, 200 000 euros pour les parents. C'est facile de recruter comme ça. Après, tous les clubs n'ont pas les moyens. Mais tous les clubs n'ont pas les moyens du PSG pour aller chercher des jeunes et donnant des beaucoup de ramifications de centres de formation à côté aussi, avec lesquels ils communiquent plus. Les petits clubs de région. Ouais. Donc c'est plus facile maintenant de faire revivier aussi la région parisienne. Mais c'est un vivier. Marseille, c'est au bagne. Non, mais c'est un vivier. Mais avant, les meilleurs footballeurs, ils n'étaient pas au PSG dans la région parisienne. Aujourd'hui, depuis que le Qatar est arrivé. Aujourd'hui, t'as les meilleurs. Moi, j'ai vu le petit Michou hier. J'ai vu le petit, même Etam. Tu le vois jouer. Ils ont des bonnes lingeries. Voilà. En plus. Non, mais en plus, quand tu regardes ça et les jeunes de Marseille, je pense que quand tu te plantes dans ton recrutement, si t'as pas un réservoir de jeunes au niveau talent. Et pourtant, tu peux pas durer. Et la qualité vient du centre de formation. Non, mais tu me dis Nasri, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Flamini, il est même pas resté. Il est resté stagiaire. Il est parti direct à Arsenal. Ils ont fait la connerie de pas le faire sortir un contrat pro. Non, mais c'était pas. Samir, tu dirais, c'était un talent. Benassia, par exemple, c'était un gâchis. Non, mais Benassia, tu peux le formation. En plus, il est parti gratos. Oui, José n'en voulait plus. Il est parti à Tours. De Tours, il est parti en Italie. Il a fait ses armes. C'est symptomatique de ce qui se passe à Marseille niveau formation. Allez, le 01 53 48 3000, c'est Mahfoud que l'on a aujourd'hui avec nous. Bonsoir Mahfoud, l'Olympique de Marseille. Bonsoir messieurs. On vous écoute Mahfoud. Bonsoir chers auditeurs. Écoutez, je vous entends tous les jours, je vous entends pratiquement. Après, il ne faut pas intervenir tout le temps. Moi, Marseille, c'est mon club préféré. Je vous raconte une petite anecdote. En 93, je suis allé voir chez ma grand-mère un match Milan-Marseille. J'étais un gros chauvin du Milan AC. L'équipe Costa Curta, Baresi et compagnie, Ancelotti et Van Basten et autres. La première mi-temps, je supportais le Milan AC. Et puis, pendant les matchs avancés, à la 40e minute, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à supporter l'Olympique de Marseille. J'ai découvert à l'époque... La raison peut-être. L'anglais qui je trouvais un peu fou à l'époque, c'était j'ai perdu son nom. Chris Waddle. Chris Waddle. Magnifique. Et puis j'ai découvert la défense marseillaise, les attaquants, puis je me suis dit c'est quoi cette équipe? Et depuis je supporte Marseille. 93, j'étais heureux quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Après Marseille, aujourd'hui, la question que moi je me pose... Non plus. Non plus. Ils étaient plus là. La question que moi je me pose, qui s'impose, ce que fait Longoria, est-ce que c'est pas un jeu d'écriture ou est-ce qu'il ne prépare pas le terrain pour quelqu'un qui serait derrière le rachat du Marseille? Mais beaucoup le disent. Mahfoud, on n'a plus de temps, Boula. On n'a plus de temps. On va revenir avec Mahfoud. Avec toi, il n'y a pas de problème. Pour vous dire que Boula y était. 93 y était sur la pelouse de Munich. Ouais. Je vous assure. Je pourrais t'envoyer même les images de Boula. Avec toute l'équipe dans le vestiaire. Et j'en passe. Vous restez avec nous, Mahfoud. On revient sur l'Olympique de Marseille. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Voilà, une courte pause, la dernière en ce lundi soir, lundi 12 février. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, 20h34, toujours en compagnie d'Augustin Boula, Juan Trossé et Moha. Sans oublier la réalisation Solal qu'on pourra retrouver 21h, 23h avec Vanessa. On reprend avec Mahfoud, c'est parti, on y va. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, là c'est chaud, Mahfoud, tout comme notre réalisateur Solal et Boula. On vous écoute, Mahfoud. Moi, je pense, en toute honnêteté, que M. Longoria, certains disent qu'il est fou parce qu'il occupe plusieurs postes. Moi, je pense que ce gars-là, il a quelque chose à gagner. Et je pense qu'il prépare le terrain pour un nouvel acquéreur. Et que l'Américain, lui, il est concerné par le foncier, par les fonds de pension, généralement c'est comme ça, c'est question d'argent, qui lui ont tellement pourri la vie à Marseille qu'il est prêt à céder. Et que Longoria, c'est ce... Comment on appelle ça? On va pas dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais beaucoup plus, disons. Il y a tellement de Judas dans ce milieu. Je pense qu'on entendra très très bientôt le rachat de Marseille par quelqu'un d'autre. Alors, je t'explique pour l'achat de Marseille. Je t'explique pour l'achat de Marseille. Longoria n'est pas dans les discours. Longoria, je pense qu'il va pas tarder à partir. Je crois que ses billets d'avion et son départ, il est pas pour longtemps.
aujourd'hui, l'achat de Marseille, je pense que ce projet, c'est un projet très important. T'as Sarkozy qui a fait venir les Qataris à Paris. T'as Sarkozy qui a fait venir les Qataris à Paris, et je pense que politiquement, je pense que les Saoudiens viendront à Marseille. Derrière, il y a tout un système qui est mis en place. J'ai compris ce que tu veux dire. C'est pas ça la question que je me posais. J'ai bien compris le manège, ça je l'ai bien compris. Après, en affaires, il y a un truc qui est très simple. On appelle le coût. Si tu dois préparer le terrain, Sarkozy l'a fait en commençant d'abord par instaurer des lois et des règles contre les fans du PSG. Donc il a dissous certains groupes. Donc il a fait Razmout. Et les Qataris sont arrivés. Comment il s'appelle, l'ancien président Hollande. Le Prou, voilà. S'il y a un monsieur qui a fait un travail au niveau de la sécurité, au niveau des supporters, c'est monsieur Le Prou. Commencé à nettoyer un peu au début. Voilà, qui a vraiment nettoyé. Mais le Qatar a pas achevé quand même le nettoyage. Qui a vraiment nettoyé, qui a fait un très bon boulot par rapport à tout ce qui a pu se passer dans les tribunes. Voilà. Non, et puis derrière, on les a quand les Qataris sont arrivés, on les a réintégrés. Alors, je connais un petit peu le sujet. Non, je connais, moi aussi je connais. C'est pas ça. Ah bah ça va alors, si tu connais. Quand je te parle d'argent, si je te dis par exemple, allez, Marseille, tu l'estimes aujourd'hui à combien? 7,50 €. Non, mais je sais pas. C'est un cabinet indépendant qui pourrait le faire, Augustin, qui pourrait faire cette expertise. Après, Marcourt, en ce qu'il a payé à Robert Louis Dreyfus, plus ce qu'il a réinjecté, plus les machins, les problèmes à chaque année qu'il faut remettre de l'argent au pot, je pense qu'il a intérêt de vendre à 600-700 millions. Mais il ne vendra pas à la 9e place du classement. Il y a un exemple de travail où que les Saoudiens ils ont pris et que les Anglais ont accepté, les Saoudiens à Newcastle. Le club fonctionne très très bien, travaille très très bien. C'est un grand club, Newcastle, et quand tu regardes aujourd'hui, les actionnaires ils sont arrivés. Quand tu regardes City, c'est un club qui est très bien géré au niveau sportif. Paris, faut là ça va cette année, ils ont pris un vrai coach et puis ils le laissent travailler tranquille, et Campos, voilà, c'est des gens quand même, c'est des gens qui connaissent très très bien le milieu du football, que ça soit Campos ou que ça soit Enrique. Je pense que c'est des mecs qui peuvent travailler ensemble parce qu'ils ont la même philosophie du football mondial. Maintenant les actionnaires, ils mettent de l'argent, mais il faut mettre les hommes nécessaires qui ont le talent pour gérer un club. Comme Campos et merci Boula. On va laisser terminer Marseille. Ça c'est le sportif. Ne confonds pas ce que je suis en train de dire. Excuse-moi si j'ai confondu, désolé. Tu digresses. Non, je m'excuse, je me suis mal exprimé peut-être. Alors on termine avec Mahfoud. Sur le plan sportif, tu prends n'importe quelle entité aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du freelance, elle va ramener un mec qui s'y connaît bien. Il y a des grands clubs, tu peux recruter toujours chez les grands clubs et tu refais la même chose, c'est pas un souci. Moi je te parle de point de vue, Marseille c'est une ville stratégique. Tu vas négocier avec qui? Avec l'Américain ou avec les Corses? Avec qui tu vas négocier? Je comprends pas quand tu parles. Je comprends pas pourquoi tu parles des Corses. Tu vas négocier avec qui? Ils sont soit en prison, soit morts. Tu vas négocier avec l'Américain, il va te regarder, il va te dire ok, bon, avec ma courte, je fais avec ma courte. Monsieur ton club. Après de l'actionnaire à l'actionnaire. Et après quand tu parles tu vas négocier avec qui? C'est normal que les systèmes politiques s'infèrent dans ces. Après la mairie a un droit de réserve. Je pense que les gens de la mairie de Marseille ont un œil sur l'Olympique de Marseille. C'est quand même Macron, c'est quand même président de la République en termes d'image, ça reste quand même le club le plus connu dans le monde. Je suis entièrement d'accord avec Paris. Non, c'est le club le plus connu. Parce que en Ligue des Champions, tu gagnes une Ligue des Champions. Tu m'as dit que t'as été ébloui par l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, si t'as été ébloui par l'Olympique de Marseille, c'est ça qui t'a fait être proche du club. Mais si t'es proche du club, c'est grâce à tout un travail. Que t'as connu les Francescoli, quand t'as connu les Scoblar, il y a eu des joueurs de classe mondiale. Il se dit que le président Macron ne soit assez intéressé par ce qui se passe pour la vente éventuelle de Marseille. Bien sûr, c'est comme à l'époque avec les supporters de Marseille, le président Sarkozy. Malheureusement ou pas. Mahfoud.
Un gros merci d'avoir réagi sur cette antenne. Merci. Merci beaucoup. Bon Ramadan, salam alaikum. Merci. Oula, on a le temps encore. Un grand merci à Mahfoud. On va s'attarder cette fois-ci sur justement le Paris Saint-Germain contre le Paris Saint-Germain. Oui, semaine assez décisive face à la Real Sociedad. Et oui, c'est le 8e de finale, première manche. C'est ça. Et attention, c'est en cette Saint-Valentin aux Parisiens, aux Parisiennes. Ils aiment pas trop la Saint-Valentin en plus. Ouais, mais les Espagnols, ça leur rappelle, ça y va. Soit tu quittes ça leur rappelle un quart de finale. Soit ta nana te quitte ou l'inverse, parce qu'il y a un match de foot. On sait pas qui et va en plus, quitter qui. Ils font une deuxième dose Ouais. quand Paris s'y perd, il perd. Ouais. J'ai rien à perdre, moi. Justement, le taux de Bon, après- probabilité, les bookmakers français, 58% de chance pour le Paris Saint-Germain pour une victoire, match nul à 24% et la Real Sociedad à 18%. Voilà, ça va bien aux Je Espagnols. pensais que pour les bookmakers, les possibilités des paris étaient beaucoup plus hautes que 58%. Moi Sur- aussi, sur, 50, sur hein. le papier, Ah, pas beaucoup. le PSG. Alors moi sur l'énoncé semaine décisive, non, parce que Alors. c'est que le match aller. Donc non, je pense que sur le papier, le PSG est largement supérieur à la Real Sociedad. Il faut Sur le juste papier, regarder pareil. déjà. Il faut juste regarder déjà. De toute façon, il y a quand même des facteurs importants. Ouais. Le classement du PSG, ce qu'il fait en France, Ouais. et ce que fait la Real Sociedad En Liga. Espagne, qui aujourd'hui est au niveau de Marseille, parce que Ouais. elle a 35 ou 36 points, Ouais. donc comme 4 Marseille matchs sans victoire. en France. Voilà, donc il y a un problème Ça y joue, ça. 4 matchs sans victoire, ça doit y de jouer. trou d'air pour la Real Sociedad aujourd'hui en Espagne. Et puis, de toute façon, ces dernières semaines, ça a été compliqué pour la Real Sociedad, qui a quand même beaucoup de joueurs qui sont blessés, d'autres qui vont certainement revenir, mais qui ne vont pas avoir le niveau. Donc pour le match des mercredis soirs, largement favorable au PSG. Donc je pense qu'ils vont facilement gagner ces matchs. Ouais. Et je dirais même c'est qualifié, parce que je les crois capables aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a Luis Enrique qui connaît un tout petit peu le foot espagnol. Bien donc sûr. je pense que à ce niveau-là, Ouais. il y a Un pas, tout il y a petit pas énormément de soucis. Donc tu Bien as sûr. bien compris. vas sur la Donc pointe à des ce pieds, niveau, à ce niveau-là, il serait même en possibilité d'assurer la qualification. D'assurer la qualification. Comme ils contre ont ces- fait un 13-14 On février, espère. C'est vrai. même si c'est raté par la suite, parce qu'ils Ouais. avaient gagné un 4-1 ou un 4-0 face au Barça, ils se sont fait Je me démolir souviens pas de ce match, pour le moi. 6-0 Ouais. après. Mais sincèrement, c'est un tirage rêvé pour le PSG. Maintenant, il va falloir confirmer. Hein. Donc, espérons qu'ils sont capables de le faire. Moi, personnellement, C'est j'aimerais. dommage que tu dis c'est un tirage rêvé, mais bon, C'est ça reste sur quand le même un grand papier. club, Real Sociedad. Hein. Non, Ouais, ça c'est reste pas, un gros club c'est qui a pas été un qualifié. club qui a l'habitude de la Ligue des Ça reste un Champions. gros Quel club. respect à Par la Real contre, Sociedad. voilà, Qui est Alors, Ligue des qualifié Champions, premier. c'est pas non plus. Mais- Je sais pas quel est leur palmarès. Ouais, mais- Du coup, ils Non, sont mais il n'y a allés. pas de c'est un club- palmarès c'est un- important. non, non, pour mais la c'est un Real club- Sociedad, c'est c'est ça. une Non, réalité. C'est un Voilà. club qui travaille bien depuis 10 Non, ans mais et ils se qualifient. qui est cohérent. Même avec Ils ont des découvert- West, ils avaient bien bossé. Ils ont avec découvert des West, Griezmann. tout ça. Donc, C'est il y a- ça. Si on mais- se souvient on bien, sait qu'ils ont découvert ils aiment bien Griezmann. les René Château-Vidéo là. Première surprise, j'y termine. Première surprise, ils se qualifient premier de leur Et groupe. Walid Regragui. Mais en même temps, deuxième surprise, Il y a le PSG se qualifie 12e de leur groupe. Donc, Juan José, il y a eu Griezmann et il y a eu Walid Regragui à la Qu'est-ce Real qu'en penses, Sociedad. moi, tiens? J'en pense Attention. plein de choses. Moi, Ouais, sur, j'en pense- sur le plateau de Time Foot, Alors, on m'avait vanné parce que j'étais serein. Ouais. Déjà, je me souviens, t'étais là, Augustin. en plus. bien sûr. Ah, et j'avais même parlé de Brest et j'avais dit que ça allait passer largement, qu'il n'y avait pas de soucis, qu'il n'y aurait Ouais. pas de tracas. On allait manger, moi, sur ce plateau. Mais là, je vais vous dire exactement la même chose. Ouais. Ce mercredi, s'il y a du jambon basque halal, je vais m'en acheter. Parce que normalement, on va les manger, la Real Sociedad. Ok. Il n'y a aucune chance C'est quoi du que jambon Paris basque perde. halal? Je sais Ouais. pas, j'espère que ça existe. J'ai jamais essayé. Il est halal? J'espère. Par contre, quand même, je suis Par contre, obligé. il y Jambon de a dingue. une victoire qui a été précieuse, qui a été gagnée ce week-end contre Lille. D'habitude, ils ont beaucoup de problèmes sur des clubs comme les Lillois. Mais sans les Kylian Lillois en qui, plus, hein. tu te rends compte, à 10, t'arrives à gagner. Ce qui veut dire par là, Ils sont c'est dans qu'un une bonne jour, phase. ils sont dans une bonne, ouais. Non, mais faut pas oublier. Et ça, je l'ai bien dit en septembre. Le travail qu'est en train de faire Enrique, je pense qu'il est en train de travailler en amont avec cette équipe, avec ce collectif. Il est en train de faire déjà, il nous a C'est le fait. projet de long terme. Le problème, Warren, c'est si Warren Mbappé il part. nous en a fait un titulaire Non, ouais. indiscutable.
Mais si. Non, mais ça clairement peut être pas, une Augustin. éventualité. Mais Augustin, Mbappé, c'est pas le mec qui a inventé, mais c'est pas Mbappé qui a inventé Paris en 1970 quand même. Non. Paris existait avant et existera bien après lui. Bien sûr. Je suis pas contre. Reconnaître, c'est une classe mondiale. Mais c'est plus qu'une classe mondiale. Aujourd'hui, les derniers matchs qu'il nous fait, même s'il a eu un passage à vide parce qu'il y a eu un problème. Mais il y a pas de souci. Côté droit, côté gauche, côté droit. Mais il y a un truc qu'il faut. Je suis pas de ce bois-là, Boula. Moi, je suis pas de ce bois-là. Je vais pas critiquer un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré. La dernière fois, Bilal il allait me tuer parce que j'ai dit que je le préférais à Zizou et que je pensais qu'il était plus décisif que lui. Mais ce mec-là, il va pas descendre le club s'il s'en va. S'il reste, il fera de moi un homme extrêmement heureux, il y a pas de problème. Je touche pas à Zizou, non, je touche pas à Zizou. Kylian, c'est le seul mais bien sûr. Au niveau des médias, c'est le seul qui est monté au créneau pour le défendre. Quand on disait, le sujet c'était, est-ce que c'est décisif ou pas pour Paris? Non, ça va pas être décisif parce que ça va être une formalité pour Paris, comme c'est censé l'être depuis 3 saisons. À chaque fois, Paris était face à une équipe en 8e qui était toujours dans le mou, qui était pas en forme. Ce qui me fait peur, c'est que Paris toujours relance les saisons de ces équipes qui sont dans le mal systématiquement. C'est la seule chose qui m'inquiète. On est vraiment là à un pont de relance. On est le pôle emploi des clubs qui vont mal dans toute l'Europe. C'est très bien, je l'espère. Mais malheureusement, là, normalement, il n'y a aucune faille. T'as restructuré tout normalement. Mais comme oui, le foot, c'est pas une science exacte. Mais c'est normalement. De vérité, c'est pour ça que c'est conditionnel, ce que je dis. Si aujourd'hui PSG, il tourne bien, il travaille bien, il faut reconnaître que Campos, dans la gestion du club, Campos, il est en harmonie avec le coach. Tu sens que il lui donne tout ce qu'il faut pour travailler. Ouais, mais souviens-toi, Campos et Galtier, c'était aussi en harmonie avec le club. Avant Campos, mais c'est de la communication. Non, mais alors, c'était deux amis quand même. On était en harmonie avant qu'il le soit. 3 mois. Toujours. C'est ça, tout le monde est en harmonie. Lundi ou mardi ou mercredi. Le problème, c'est que la différence, c'est que aujourd'hui, tu prends, à un moment donné, tu prends les problèmes que Galtier a eu entre Nice et Paris. Il y a des tâches. Et quand t'as ces tâches-là, tu peux pas, à un moment donné, gérer un groupe quand l'image que t'as donnée à Nice, faut reconnaître qu'il y a eu des soucis. Il a été relaxé, mais les embrouilles, ils étaient là. Et quand mais d'un point de vue sportif, là, on regarde juste d'un point de vue sportif. Regardez le côté sportif. Mais toujours regardez comptablement. Non, mais faut pas sportif. Galtier à Nice, c'était plutôt une réussite. Non. Attends. C'était pas mal. En termes, objectivement, oui. En termes d'image, je préfère Enrique. Parce que Enrique, il n'y a pas opposé. En termes d'image, Enrique, il se met pas dans la politique, il se met pas dans la culture. Enrique, il communique pas. C'est pas, il communique pas. On s'emmerde en conférence de presse. C'est Boula. Je préfère m'emmerder. Merci Boula. Alors que Galtier, le char à voile, c'est marrant. Il fait pas une politique à travers la ville de Reims. Et lui, il fait pas une politique à la ville de Paris. Lui, c'est un mec, il gère le football, il gère le sportif. Maintenant, Galtier, à un moment donné, il a voulu écouter. Ça se passe bien avec Campos en ce moment. Qui dans un mois, dans 2 mois, Galtier, il a voulu écouter. L'entente, c'est pas une science exacte. Galtier, je peux finir. Galtier, il a voulu écouter le système politique de Nice. Il est sorti du football. À un moment donné, quand tu es entraîneur, tu prends un mec comme Klopp, il sort pas de son métier. Toutes les cultures qu'il a, il a pas de problème avec ces cultures. Et tous les entraîneurs au monde, ils ont pas de problème avec les cultures. Alors, Solal, on va rebondir avec Solal. Pointer cette petite réflexion par rapport à la gestion d'un entraîneur, comment il doit voir les choses au niveau sportif et au niveau collectif, avec les différentes cultures qu'il a dans son vestiaire. Et c'est pour ça que quand tu regardes la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est une victoire, on peut dire même c'est une victoire au niveau de la formation française. Tu sens que c'est ensemble. C'est une victoire africaine, c'est pas une victoire française. Merci. Si tu veux. Merci, bien sûr, je le veux. Je respecte la formation quand même de la France. Bien sûr. Faut pas cracher dessus. Nous sommes français. Solal. Ouais, je vais essayer de pas trop consommer l'alphabet, mais il y a 2 points que j'aimerais bien développer rapidement. C'est que déjà, au niveau du PSG, il y a un truc qui moi me fait plaisir, c'est que chaque année, on les attend. On pense que Lionel Messi, en quittant le PSG, le PSG va s'effondrer. Au final, on trouve des jeunes là-bas, Xavi Simons, Barcola et Zaïre Emery. Moi, ça me convient totalement. Deuxième truc aussi, c'est que en général, le PSG était plutôt bon face à des équipes moins bonnes. Bon, ça coule de source, mais c'est vrai que à prendre aussi avec des pincettes, parce qu'en général quand t'affrontes des équipes qui sont pas très fortes, dès que tu te retrouves en demi face au Real, t'assumes pas. Là par rapport justement à la CAN et la Côte d'Ivoire qui se tapaient que les mentors, justement les équipes les plus fortes de cette CAN là, on a bien vu, ils sont là jusqu'au bout. Et dernier point aussi, moi chers amis, malheureusement Boula, j'aurai pas l'occasion de regarder le match avec toi à la Saint-Valentin, parce que tout simplement je la passerai ici avec Vanessa qui arrive dans 3 minutes. Vanessa qui arrive, voilà, 21h 23h. Ça fera un temps plaisir aussi. Il nous a accompagnés ce soir, c'est Roméo qui est avec nous aussi. Roméo qui est avec nous.
Eh oui, à mars, ça repart. Ben ça, c'est si tu veux, gars. Joyeux anniversaire aussi, Boula. Même à Adil, Farkan, qu'on pourra retrouver dès demain à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM avec la matinale, 7h, 10h avec toute l'équipe de Kim et Foudil aussi qui l'accompagne. Eh oui, le Five, on en parlera du Five. Hein. On accueillera, une prochaine fois, tous les structures de Five à travers la région parisienne. Eh oui, c'est Roméo, c'est pas Romélo. Hein. C'est Roméo qui est avec nous, qui nous accompagne ce soir. Bilal, tu peux venir manger avec nous Obligado chez Mehdi. Obligado. On a parlé du PSG qui va jouer mercredi, mais juste rappeler que le Real joue demain face à Leipzig. Le Real qui a eu un accident entre l'aéroport et leur hôtel. Ça arrive, tout s'est bien passé. Merci. Mais le Real qui est toujours l'un des favoris justement de cette Champions League. On espère effectivement un Real PSG en finale avec Mbappé qui aura déjà annoncé son départ du côté de Madrid. C'est bien. Qui est bien en Espagne. Bien sûr. Il est bien enfermé en plus. Il va signer à Madrid ou à Paris? On nous dit à Madrid. Il a une clause de confidentialité. Non. Il a l'info, je sais qu'il va signer à Paris. Juste un titre. Il va signer à Paris. Il à Madrid. Il signe à Paris. On est des journalistes, mais regardez quand même. Alors, depuis qu'il a envoyé sa lettre au mois de juillet, depuis le mois d'octobre, on ne parle plus d'Mbappé du côté de Madrid. La seule chose qui avait fuité, c'était Florentino qui avait laissé entendre que s'il devait venir à Madrid, il devait se signer avant la fin du mois de janvier. Et depuis, personne ne parle de. Donc ça veut dire qu'il va finir sa carrière à Paris parce qu'il sera cramé partout. Parce que plus personne n'en voudra parce qu'il viendra à Paris. Mais non, mais Juan José, vous avez le Soleil, la Paella, 14 Ligues des Champions et vous voulez Kylian Mbappé en plus. J'espère et vous l'aurez. C'est vrai qu'on a Bellingham maintenant. Mais oui, ça c'est abusé. Le mec il part pour être Pichichi déjà alors qu'il est milieu de terrain. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais juste pour finir sur le Paris Saint-Germain, pour moi, ça peut être la saison. Ça peut être décisif sur le long terme. Mais non, mais Augustin, là, franchement, je le sens. Je suis pas dans une utopie. Je suis pas dans une utopie, Augustin. Là, je te dis ça, c'est vraiment du ressenti. Je parle pas de faits footballistiques. C'est juste du ressenti parce que on n'est vraiment pas attendu. On peut avoir la Real Sociedad. On aurait pu avoir n'importe quelle équipe de seconde zone. Là, on a une équipe un peu moins forte que les autres. Ça se. Mais l'épreuve de vérité, c'est pas contre la Real, c'est après. Je veux dire, on va pas se dire on va peut-être gagner. On n'y est pas encore. Mais après, mais on n'y est pas encore. On dirait un rappeur qui fait ça. Les cartes seront compliquées. Chaque année, c'est l'année du PSG. Mais chaque année, j'attends d'avoir une copine et j'en ai pas. Mais là, ça va le faire. Voilà, ça va le faire peut-être. Morin, c'est tout ce que l'on te souhaite. Aboula aussi, Inch'Allah. Sans oublier Augustin et Juan José, la bonne pour le Paris Saint-Germain. Un grand merci aussi. Paris 18e, son Five et Roméo qui nous a accompagnés durant cette émission. Et sans oublier aussi la famille de Mohad, le duc de Paris et tous ses tifs. C'est ça, le duc de Sétif. On se retrouve dès demain. Avec Vanessa. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.